Le 20 novembre 1886, naît dans le Missouri un garçon du nom d'Edwin. Il grandit dans le Kentucky jusqu'au jour où il se rend à Chicago avec son père, qui est avocat. Il aime le sport, il pratique le basket, le foot, le baseball, l'athlétisme et la boxe, mais il se passionne également pour les romans de science-fiction. En 1906, il bénéficie d'une bourse pour entrer à l'université de Chicago. Il y entame de brillantes études et il se découvre une passion pour les mathématiques et l'astronomie. Il obtient avec succès son diplôme en 1910 et grâce à une bourse, il part pour Oxford afin d'entreprendre des études de droit. Il préfère en effet la jurisprudence aux mathématiques qu'il juge trop spécialisées. Tout en continuant la boxe dans des spectacles, il retourne aux États-Unis en 1913 et entre au barreau du Kentucky en tant qu'avocat. Cependant, il sera déçu de cette expérience. Il change donc d'avis et accepte un poste de chercheur à l'observatoire Yerkes de Chicago, où il entreprend des études universitaires avec Edwin Frost. En 1917, il obtient une thèse de recherche sur les nébuleuses. Il expose que les nébuleuses planétaires se situent à l'intérieur de notre galaxie et que les spirales se trouvent à l'extérieur. Grâce à cette brillante découverte, il impressionne George Hall, un spécialiste du Soleil, qui lui offre un poste au mont Wilson, près de Pasadena, où se trouve un télescope de 1,50 m et un autre de 2,50 m en cours de construction. Enthousiaste, Edwin accepte. Malheureusement, en 1917, les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale, qui fait rage depuis déjà 3 ans en Europe. En octobre 1919, il retourne chez lui, où le poste au mont Wilson l'attend toujours. En 1923, grâce au télescope de 2,50 m, il étudie les étoiles Céphéides, situées dans la grande nébuleuse d'Andromède, M31. Les Céphéides sont des étoiles variables, utilisées pour mesurer des distances dans l'espace. En se servant de la loi de Leavitt-Shapley, il juge sa distance à 800 000 années-lumière de la Terre, ce qui place M31 hors de notre Voie lactée. Edwin en déduit que la nébuleuse Andromède n'est pas un amas d'étoiles à proximité, mais une autre galaxie, aujourd'hui appelée Galaxie d'Andromède. Bien que les astronomes aient spéculé sur l'existence d'autres galaxies dans notre univers, ils n'en avaient aucune preuve observable. Cette découverte est donc révolutionnaire car pour la première fois, on comprend que les astres lointains sont d'autres galaxies comme la nôtre. Edwin a ensuite utilisé cette technique pour étudier d'autres soi-disant nébuleuses dans l'univers, et on a conclu que des millions de galaxies existaient au-delà de la nôtre. Edwin, c'est Edwin Hubble. Hubble a également démontré que les galaxies plus éloignées de nous reculent plus rapidement que celles à proximité, une observation maintenant connue sous le nom de loi de Hubble. Si cette loi est si importante en astrophysique, c'est que l'idée d'un univers en expansion est un fondement clé de la théorie du Big Bang. Edwin Hubble meurt le 28 septembre 1953 à l'âge de 63 ans. Ses travaux nous auront fourni le premier aperçu des origines de notre univers. En 1923, le scientifique allemand Hermann Oberth, l'un des 3 pères de la fusée moderne avec Robert Goddard et Konstantin Tsiolkovsky, publie Die Rakete zu den Planetaraumen. Dans ce livre, il émet l'idée d'un télescope propulsé sur orbite terrestre par une fusée. En 1946, l'astrophysicien américain Lyman Spitzer écrit sur les avantages scientifiques qu'un télescope dans l'espace pourrait avoir. L'un des principaux arguments est que sur Terre, des artefacts peuvent apparaître sur les images à cause des turbulences de l'atmosphère. Un télescope spatial pourrait donc fournir des images de meilleure qualité. Après le lancement de Sputnik en 1957, la NASA lance avec succès 2 observatoires astronomiques orbitaux, les OAO, pour Orbiting Astronomical Observatory. Ils effectuent des observations dans le domaine des ultraviolets et fournissent des données précieuses pour la fabrication et le lancement des futurs observatoires spatiaux. Les résultats scientifiques obtenus convainquent alors la communauté des astronomes de se mobiliser pour lancer un projet de grand télescope spatial. En 1970, la NASA crée 2 comités pour définir les caractéristiques techniques et les objectifs scientifiques de l'instrument. Mais l'agence spatiale américaine ne parvient pas à obtenir le budget nécessaire. En effet, le coût envisagé est estimé à 450 millions de dollars. Cela dépasse de manière importante celui d'un télescope terrestre de taille équivalente. De plus, en 1970, le budget de la NASA est fortement réduit. Le programme Apollo touche à sa fin, les États-Unis ont fini par battre les Russes dans la course à la Lune, et la dernière mission lunaire, Apollo 17, est prévue pour la fin d'année 1972. Le Congrès diminue donc drastiquement le budget de la NASA, mettant en péril l'avenir du télescope. En 1974, les fonds alloués à l'étude et à la conception du télescope spatial sont entièrement annulés par le comité chargé de préparer le budget national. Malgré la pression de la communauté scientifique, appuyée par un rapport de l'Académie des sciences américaines, le Congrès et le Sénat ne rétablissent que 200 millions de dollars, soit la moitié du montant demandé par la NASA pour réaliser les premières études détaillées des instruments susceptibles d'être embarqués
et pour développer les premiers composants de la partie optique. Confrontée à ces difficultés de financement, la NASA choisit de revoir les caractéristiques du système à la baisse, avec une taille du miroir primaire ramenée de 3 à 2,4 mètres. L'ESA est également invitée dans le projet en échange d'une allocation de 15% du temps d'observation. L'ESA doit fournir un des 5 instruments, le Faint Object Camera, une des caméras destinées à la capture d'objets très peu lumineux. Ils doivent également fournir les panneaux solaires et participer au support opérationnel du télescope. Finalement, en 1977, le Congrès accorde les fonds nécessaires aux premiers travaux de construction du télescope, qui s'appelle alors Large Space Telescope. Le Large Space Telescope est conçu dès le départ pour être réparé et amélioré une fois placé en orbite par la navette spatiale. Cette dernière est alors en cours de développement, et les futures missions de maintenance du télescope constituent progressivement une des raisons majeures de son existence. D'autant plus que la station spatiale qu'elle devait desservir, la station Freedom, ne trouve pas de financement. Pour permettre sa maintenance par les astronautes, de nombreuses mains courantes sont installées à la surface du télescope. Tous les instruments et de nombreux équipements sont conçus pour pouvoir être remplacés par les astronautes. Ils sont accessibles derrière des panneaux qui peuvent être démontés avec un seul outil. Ils se présentent sous la forme de boîtes, faciles à manipuler pour les astronautes dans leurs encombrantes combinaisons de VA qui leur laissent peu de mobilité. Les panneaux solaires peuvent également être enroulés et être démontés pour pouvoir être remplacés. La longue phase de développement a permis de mettre au point les outils et les procédures permettant les opérations de maintenance. La NASA choisit le Marshall Space Flight Center comme principal centre pour la conception, le développement et la construction du télescope spatial. Le centre Marshall délègue la conception et la production de certains composants à d'autres entreprises en fonction de leur domaine d'expertise. Perkin-Elmer Corporation devra développer l'ensemble optique et les capteurs de guidage fin. Lockheed Missiles and Space Company construira la structure extérieure de l'engin spatial et le module des systèmes de soutien qui comprennent l'ordinateur, l'alimentation, les communications, les systèmes de pointage et de contrôle, puis assemblera le télescope. La NASA choisit également le Goddard Space Flight Center pour être le chef de file de la conception des instruments scientifiques et du contrôle au sol pour l'observatoire spatial. Les scientifiques sont organisés en Instrument Definition Teams. Leur rôle est de déterminer les objectifs scientifiques de la mission et de déterminer les instruments embarqués qui permettront d'y répondre. En 1979, Perkin-Elmer commence la construction du miroir de 2,4 mètres, le miroir primaire. Le cahier des charges prévoit que le miroir primaire soit poli avec une précision inégalée de 10 nanomètres. Son polissage débute en 1979 à partir d'une lentille de verre brute, réalisée par Corning, une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de verre et de céramique. Cependant, la conception et la construction du miroir s'avèrent plus compliquées que prévu. En 1980, les surcoûts et les retards s'accumulent et la NASA décide, pour limiter les dépenses, d'arrêter le développement du miroir primaire de rechange confié aux sociétés Kodak et Itek. Le polissage du miroir primaire s'achève fin 1981, mais Perkin-Elmer continue d'accumuler les retards dans la réalisation des autres composants optiques. 5 appareils ont été sélectionnés comme instruments initiaux qui seront à bord du télescope spatial. La Wide Field Planetary Camera, le Goddard High Resolution Spectrograph, le Faint Object Spectrograph, le High Speed Photometer et la Faint Object Camera de l'ESA. En octobre 1983, le télescope spatial est renommé Hubble Space Telescope en hommage à Edwin Hubble. À la fin d'année 85, Hubble est assemblé et prêt à être lancé. Sauf que le 28 janvier 1986, And liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. Suite à l'accident de Challenger qui coûtait la vie à l'intégralité des 7 membres d'équipage, les navettes spatiales sont clouées au sol durant 2 ans. Les ingénieurs du HST utilisent alors ce temps pour effectuer d'autres travaux sur le télescope. Les panneaux solaires sont améliorés grâce à la nouvelle technologie des cellules solaires, et le lancel arrière, l'extrémité du télescope qui abrite les instruments scientifiques, est modifié pour faciliter le remplacement des instruments pendant l'entretien. Les ordinateurs et les systèmes de communication sont également mis à niveau. Le télescope est également soumis à des tests de résistance pour vérifier qu'il supportera les conditions difficiles du décollage et de l'espace. Finalement, le 24 avril 1990, la navette Discovery sera du pas de tir pour la mission STS-31 avec Hubble dans sa baie. Le lendemain, Hubble est libéré sur orbite, prêt à regarder dans le vaste inconnu de l'espace, offrant un aperçu des rivages cosmiques lointains et exotiques qui restent à décrire. Sauf qu'il y a un problème.
Au lieu des images d'une netteté encore jamais atteinte, les scientifiques reçoivent des photos floues. Rapidement, ils comprennent la source du problème. Une enquête révèle que lors de sa fabrication, le bord extérieur du miroir était trop plat d'une profondeur de 4 microns, soit à peu près égal à 1/50e de l'épaisseur d'un cheveu humain. Ce défaut optique a eu pour conséquence de disperser la lumière réfléchie par les objets cosmiques, ce qui a donné lieu à des images floues. À l'origine de ce défaut du miroir se trouve un mauvais étalonnage de l'instrument de vérification de courbure, utilisé par Perkin-Elmer pour contrôler le polissage. L'anomalie de courbure a pourtant été détectée lors des tests finaux effectués avec d'autres instruments de contrôle, mais les responsables de Perkin-Elmer ont délibérément ignoré ces résultats, considérant qu'ils étaient dus aux erreurs des instruments de mesure. Personne ne comprend comment une erreur aussi grossière n'a pas été détectée durant le développement particulièrement long et coûteux du télescope spatial. Ce problème vient une nouvelle fois remettre en cause les méthodes de management de la NASA, déjà mis en cause lors de l'accident de Challenger. Certains redoutent dans un premier temps que la NASA et le Congrès renoncent à toute tentative de correction. Mais la NASA décide de tenter de restaurer les capacités du télescope spatial dans le cadre de la première mission de maintenance assurée par la navette spatiale, prévue pour 1993. Le défaut de courbure est homogène, ce qui permet de le corriger via un dispositif optique présentant la même anomalie, mais inversée. Les astronomes décident de sacrifier un des 5 instruments, le High Speed Photometer, pour installer à son emplacement le dispositif correcteur baptisé COSTAR pour Corrective Optic Space Telescope Axial Replacement. Celui-ci comprend 2 miroirs qui interceptent et corrigent le flux lumineux dirigé vers les instruments. On décide de remplacer également les panneaux solaires qui induisent à chaque orbite lors du passage de l'ombre de la Terre au Soleil des oscillations qui perturbent le pointage. Mais pendant ce temps-là, Hubble continue ses observations. En 1991 est publié le premier document scientifique basé sur les données de Hubble dans la revue. Cet article, écrit par le Dr Todd Lauer de l'Observatoire national d'astronomie de Tucson en Arizona, et plus d'une douzaine de ses collègues analysent certaines des premières images de Hubble. Sur ces images, on peut voir le noyau de la galaxie NGC 7457, une galaxie située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Ces observations ont permis de démontrer que les images de Hubble pouvaient fournir des informations uniques et astrophysiquement intéressantes sur la structure centrale des galaxies. Et le 11 mars 1991, Hubble prend une photo de Jupiter grâce à sa caméra planétaire. La grande tache rouge est visible en bas à droite. Également à droite, près de l'équateur, on peut voir le satellite Europe disparaître derrière la planète. Les nuages sombres en forme de J le long de l'équateur sont le résultat d'un schéma de courant de jet intense dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Mais entre 1990 et 1993, les défaillances se multiplient et la liste des réparations s'allonge. 3 des gyroscopes chargés de contrôler l'orientation de Hubble tombent en panne. Les problèmes d'alimentation électrique des instruments leur font perdre la moitié de leur capacité, et 2 des mémoires de masse de l'ordinateur embarqué cessent de fonctionner. Et ceux qui seront chargés d'effectuer toutes ces réparations seront l'équipage de STS-61. Les astronautes de cette première mission d'entretien s'entraînent longuement pour préparer leur intervention. Toutes les réparations ne pourront pas être effectuées, et les objectifs prioritaires ont été fixés. Dans l'ordre, on retrouve l'installation de nouveaux panneaux solaires fournis par l'ESA, le remplacement de 2 gyroscopes, l'installation d'une deuxième version de la Wide Field Planetary Camera et l'installation de l'instrument de correction optique. Les 7 membres d'équipage sont américains, à l'exception de Claude Nicollier, astronaute suisse de l'ESA qui effectue alors sa 2e mission. Le 2 décembre 1993, la navette Endeavour décolle de Cap Canaveral. Toujours plus tard, la navette arrive à destination et Claude Nicollier attrape Hubble avec le canadarm de la navette et le ramène dans la soute ouverte d'Endeavour. Après 11 jours de travail et 5 sorties extravéhiculaires, Hubble est relâché sur son orbite et la navette rentre sur Terre. Cette mission navette fut l'une des plus sophistiquées de tout le programme, avec son énorme programme de travail. En 1994, Hubble permet de faire un grand pas dans la recherche astrophysique. Le docteur Roland Ford et Richard Hams ont utilisé la Wide Field Planetary Camera pour imager un tourbillon de gaz chaud en orbite autour du centre de la galaxie elliptique géante M87. Grâce au Faint Object Spectrograph, ils ont mesuré la vitesse du gaz tourbillonnant et ont vu que la masse des étoiles environnantes n'était pas suffisante pour expliquer l'énorme champ gravitationnel tirant le gaz sous une forme de tourbillon. Cela venait d'un objet invisible. Les trous noirs ne peuvent pas être vus, car leur gravité est si forte que même la lumière, le truc le plus rapide de l'univers, ne peut pas atteindre la vitesse d'échappement, et n'est donc pas émise ou réfléchie. Le trou noir supermassif au centre de M87
était calculé comme étant aussi massif que 5 milliards de soleils. 5 milliards de masses solaires concentrées dans un espace pas plus grand que notre système solaire. Le 15 janvier 1996, la NASA révèle dans un communiqué de presse une des photos les plus incroyables de l'histoire de l'humanité. Pendant 10 jours consécutifs, entre le 18 et le 28 décembre 1995, la Wide Field Planetary Camera est braquée vers l'endroit vide du ciel. Et voici le résultat. Sur cette image, une fraction de ces points lumineux sont des étoiles situées sur le devant de la scène. Tout le reste de ces points sont des galaxies. Les astronomes en ont compté plus de 3000. Certaines d'entre elles sont situées à plus de 10 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est-à-dire que nous les voyons telles qu'elles étaient il y a 10 milliards d'années, à une époque où l'univers n'était qu'âgé de 3 milliards d'années. À cette époque, notre galaxie existait déjà, mais était bien plus petite. Si vous vous étiez tenu sur une hypothétique planète à cette époque, voici ce que vous auriez pu voir. Cette photo est donc une véritable machine à voyager dans le temps. Pensez à ça la prochaine fois que vous regarderez le ciel. En février 1997, une deuxième mission de maintenance, STS-82, décolle. Cette fois, le but est de remplacer le Goddard High Resolution Spectrograph et le Faint Object Spectrograph par un nouveau, capable d'examiner les objets célestes avec une extrême finesse. Une caméra infrarouge, couplée à un spectrographe multi-objet, le Near Infrared Camera Multi-Object Spectrograph, pour observer les galaxies très lointaines, est également installé, et le système de navigation est amélioré. En tout, 4 missions de maintenance voleront vers Hubble, dont une, STS-103, qui embarquera le français Jean-François Clairvoy en 1999. En février 2003, The Columbia is lost. There are no survivors. Suite à l'accident de Columbia, qui causa une nouvelle fois la mort de l'intégralité de l'équipage, l'arrêt du programme navette spatial est annoncé pour la fin des années 2000, quand la construction de l'ISS sera achevée. Cette décision est lourde de sens pour Hubble. En effet, seulement les navettes spatiales ont les capacités pour effectuer des missions de maintenance. Une fois les navettes spatiales retirées du service, aucune réparation ne sera possible. La dernière navette qui rendra visite à Hubble sera Atlantis, lors de la mission STS-125. La mission initiale de Hubble devait durer 15 ans. Aujourd'hui, cela fait 32 ans que le télescope est en activité. Récemment, un bug de l'ordinateur qui a duré quelques jours a rappelé au grand public que la fin du télescope est proche. La NASA, l'ESA et l'ASC, l'Agence spatiale canadienne, travaillent depuis le début des années 2000 sur son successeur, le James Webb Space Telescope. Il devrait être lancé en décembre de cette année, sous la coiffe d'une Ariane 5, puis ira se positionner autour du point de Lagrange L2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Sa durée de mission annoncée est de 5 ans et demi, mais la mission sera sans doute rallongée si le budget et l'état du télescope le permettent. Depuis le début de sa mission, Hubble a effectué plus de 1,5 million d'observations, et les astronomes ont utilisé ces données pour publier plus de 18 000 publications scientifiques. Bien qu'il soit presque impossible de fournir une liste complète de toutes les contributions scientifiques que Hubble a apportées, ces observations contribuent à notre compréhension du développement et de la croissance des galaxies. Elles nous ont révélé la présence de trous noirs dans la plupart des galaxies, et nous ont révélé la composition atmosphérique de planètes en dehors de notre système solaire. Les observations de Hubble ont fondamentalement changé notre perception de l'univers, et continueront sans doute de révéler de nouvelles informations sur lui pendant encore de nombreuses années.